Bonjour à tous, je suis Laurent Hinard, responsable de la R&D chez Mazars. Et donc, vous le savez, Mazars, cabinet d'audit, de finance, et probablement pour beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas qu'on fait également de la recherche et du développement. Aujourd'hui, on se parle derrière la recherche, en fait, et les algorithmes et tous ces éléments technologiques, on se parle quand même des infrastructures. Il faut évidemment, vous le savez maintenant dans ces nouvelles technologies, beaucoup de données, de la puissance de calcul également, et tout ça, c'est des flux et des stocks, évidemment, et donc de l'infrastructure, avec énormément de contraintes, vous vous en doutez, et vous le savez, qui sont des contraintes réglementaires, des contraintes aussi de secret des affaires, tout simplement, des contraintes, par ailleurs, de type ESG. Donc toutes ces contraintes, évidemment, dictent les choix qu'on peut faire sur les infrastructures, avec des infrastructures, vous le savez, qu'on peut avoir on-premise chez nous, qu'on peut avoir sur du cloud, public, privé, et des besoins en calcul qui sont des besoins qui ne sont pas toujours couverts par toutes les offres de services de type cloud qui existent. Donc quand même des vraies problématiques, et en particulier dans le domaine de la finance, où, vous le savez maintenant, avec le règlement européen de l'AI Act, qui débarque, mais on a bientôt des homologues dans d'autres continents, on se retrouve évidemment dans un certain nombre de cas d'application dans des algorithmes dits à haut risque en finance, donc ceux qui sont évidemment les plus scrutés et qui auront le plus d'obligations. Voilà. Donc c'était pour cette petite introduction, mais évidemment c'est pas moi qui vais parler, c'est vous, messieurs. Donc je suis en bonne compagnie. Je suis en bonne compagnie. Alors tout d'abord rapidement, hein, donc Christophe Gessler, qui est le président d'Advestis, une société de recherche spécialisée en IA, donc dans le cœur du sujet, et qui évidemment intervient dans le domaine de la finance, donc très intéressant bien sûr. Alban Rousset, qui représente LuxProvide, qui en deux mots, alors LuxProvide est né d'une initiative européenne liée à EuroHPC, hein, donc ce sont les supercalculateurs que l'Europe a souhaité se doter un peu partout en Europe. LuxProvide, c'est Meluxina, le supercalculateur luxembourgeois. Et autour de ce supercalculateur, l'initiative en fait, européenne a été poussée jusqu'au bout, puisque autour, on a désormais du cloud compute, etc. Donc toute une stack très importante, en fait, effectivement, qui permet, on va en reparler après, d'adresser un certain nombre des sujets que je viens d'indiquer. Et puis pour finir, Bertrand Vore, qui est Managing Director de Varenne Capital Partners. Et en fait, je vais commencer par toi, Bertrand. Je t'en prie. Avec une première question, parce que, donc évidemment, Varenne est une société indépendante de gestion d'actifs, mais surtout, elle a une particularité, c'est que sa recherche, elle est entièrement propriétaire. Oui, alors tout à fait, Laurent. Bonjour à tous. Pour dire deux mots de Varenne, pour que vous compreniez un peu ce qu'on entend par recherche entièrement propriétaire. Donc on est une société de gestion indépendante qui est basée à Paris, nous gérons 3 milliards d'euros. On a une gestion qui est principalement de la gestion action, qui est présente au sein de nos fonds, qu'on décline avec plusieurs stratégies d'investissement, des stratégies cœur, stratégies longues d'investissement, des stratégies de décorrélation, on va avoir de l'arbitrage de fusion-acquisition, avoir du short, et des stratégies de couverture. Donc on a toutes ces compétences en fait, qu'on a chez nous, toutes ces stratégies qui nécessitent des équipes de gestion qui sont, qui sont dédiées par stratégie, qui sont très spécialisées. Donc on a une expertise dans chaque stratégie. Mais à côté de ça, on a un dénominateur commun qui est très fort à toutes nos stratégies, c'est les données et c'est les systèmes d'information. On est une société de gestion, mais le deuxième pôle de compétences chez nous, c'est tout ce qui est technologie au sens large. Donc c'est une équipe qui a été au cœur de nos investissements au cours des 2-3 dernières années, sur lesquels nous avons effectué énormément de recrutement. On a doublé la taille de l'équipe rien qu'au cours des 2 dernières années. Et on investit, donc, que ce soit dans les hommes, dans les infrastructures, mais aussi dans les données, dans les fournisseurs de données. Aujourd'hui, on a des données qui ont énormément de différences. On a des données assez classiques, on va avoir des données financières de base, comptables, de marché, et à côté de ça, on va avoir des données qui sont beaucoup plus qualitatives. Donc on a beaucoup parlé d'ESG ce matin, c'est des données aussi évidemment qu'on doit brasser pour nous aussi faire nos scoring ESG. On va avoir des données sur des données juridiques, par exemple, on va avoir un certain nombre de choses. Donc pour nous, c'est important
de continuer d'investir sur ce segment, puisque c'est grâce à ça et grâce à notre capacité à injecter les résultats des traitements de ces données dans notre gestion qu'on est capable sur le long terme à garantir de la performance pour nos clients. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un sujet central pour nous, tout à fait. Merci Bertrand. Alors ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est que évidemment l'infrastructure, ça doit être pensé en amont. Il y a énormément de flux à organiser. Finalement, c'est de la collecte, du stockage, évidemment de l'entraînement de modèles, mais aussi du réentraînement de modèles, du monitoring pendant le cycle de vie, le plus possible programmatique finalement pour quand même s'épargner énormément de tâches à répétition. Et là, on en vient à ce fameux mot valise que tout le monde connaît maintenant, le MLOps. En fait, tout ça, c'est du MLOps. Et c'est donc tout le cycle de vie de l'IA qui a tous ces enjeux. Et donc la question que je pose cette fois-ci à Christophe, c'est finalement, d'abord, est-ce que le MLOps est désormais incontournable, à ton avis, au vu de ce qu'on vient de se dire, et des particularités du monde de la finance? Et puis finalement, est-ce que le MLOps, compte tenu de toutes les contraintes qu'on vient d'indiquer, ça doit être une infrastructure on-premise? Est-ce que le cloud permet finalement de satisfaire absolument tout ça, ou finalement qu'une partie? Est-ce que la lisibilité des clouds est suffisante? Et finalement, quelle a été l'approche d'Advestis face à ça? Oui, c'est une question importante et complexe. En fait, alors pour présenter Advestis en 2 mots, on est effectivement une société de recherche qui fonctionne en mode B2B. On conseille des sociétés de gestion, des acteurs du domaine financier, également des caisses de retraite et des compagnies d'assurance. Plus généralement, plus récemment, et ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais on s'est également étendu à des domaines industriels dans lesquels il y a des méthodes qu'on peut déployer, notamment dans les énergies renouvelables et l'hydrogène, qui sont finalement assez proches de celles qu'on déploie en finance. Et on emploie pas mal surtout des matheux, des physiciens, de jeunes physiciens, pour qui la notion de big data et de MLOps n'est pas, avec qui ils sont extrêmement familiers, parce que par exemple on a dans l'équipe un physicien qui vient du CERN. Il faut se souvenir que dans le domaine de la physique des particules, c'est probablement un des domaines industriels qui génère le plus de données au monde. Là on parle vraiment de données très très massives, beaucoup plus massives que ce qu'on peut rencontrer dans le domaine de l'investissement. Et donc en fait on fait ça depuis 10 ans. On a un processus qui est toujours en déploiement chez un client, une société de gestion, qui est autour des taux d'intérêt. Donc on a commencé à faire des recommandations d'allocation dans des fonds à partir de données macroéconomiques, chose qui était en 2013 un peu plus innovante. En 10 ans, il y a énormément de méthodes qui se sont présentées, les méthodes d'IA, les algos ont effectivement énormément évolué, et en même temps, leur consommation, les exigences en termes de données ont évidemment beaucoup augmenté. Donc aujourd'hui, alors tu posais la question du MLOps. Je dirais que le MLOps, ça commence par... on peut le faire tout à fait sur un ordinateur de bureau, c'est-à-dire à partir du moment où on a des données qui arrivent et qu'on les injecte dans un processus de traitement un peu analogue à un processus de raffinage en chimie ou en pétrochimie, c'est-à-dire qu'on a des données qui arrivent à flux continu, comme c'est la caractéristique des marchés financiers, qu'on retraite dans des unités de traitement spécialisées qui vont faire des transformations, des apprentissages, de la mise en production. Tout ça, on peut tout à fait le faire, et c'était le cas il y a 10 ans, sur des machines de bureau, avec des méthodes un petit peu bien encadrées. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le volume des données, mais je pense plus encore les exigences de calcul qui sont tirées par des types d'algorithmes nouveaux, tels que les réseaux de neurones, les méthodes d'IA générative, qui étaient assez peu développées il y a 10 ans, où l'industrie financière regardait ça avec un petit peu de prudence en mode, on va dire, en mode POC. Aujourd'hui, on a franchi une étape, on est vraiment passé à une époque de déploiement, c'est-à-dire que je trouve ça très significatif et intéressant de voir qu'une société comme Varenne, dont l'ADN n'est pourtant pas majoritairement sur le quantitatif ou sur l'IA, mais Varenne a décidé de se doter d'une infrastructure de données propriétaires dans lesquelles toutes les étapes de calcul des données, depuis les données qui viennent des fournisseurs, que ce soit ESG, fondamentales, macroéconomiques, sont ingérées, transformées pour alimenter ultérieurement des process de décision qui devront en plus être explicables, puisque c'est une des caractéristiques de l'industrie financière,
c'est la nécessité d'être capable de rendre compte à ses clients, d'expliquer pourquoi une décision d'investissement est prise, quelle a été la donnée la plus influente dans une décision d'investissement. Tout ça, ça demande effectivement un process de traitement qui aujourd'hui peut être envisagé sur des infrapropriétaires, donc on-premise. Bon, c'est le cas de très grands acteurs qui font ça complètement chez eux, type Amundi ou d'autres. Mais il y a aussi une voie possible pour des sociétés de gestion de taille plus moyenne, on va dire, pas de qualité mais de taille, qui passe par le recours à une puissance de calcul qui va être intermittente. On n'a pas forcément besoin tout le temps d'avoir 12 GPU à sa disposition, mais de temps en temps, quand il faut réentraîner un modèle, on va faire appel à de la puissance de calcul, et c'est là qu'on va être obligé de mettre en œuvre effectivement une infrastructure délocalisée. Donc effectivement, le besoin du MLOps, il est tout à fait prégnant aujourd'hui, et je dirais qu'il est principalement tiré par la puissance de calcul plus que par le volume des données, à mon avis. Alors, on parle de puissance de calcul, alors je me tourne évidemment naturellement vers Alban. J'ai déjà présenté, mais tu le présenteras mieux que moi, le projet LuxProvide. La question, pour moi, elle est quand même très pratico-pratique. C'est finalement c'est un super calculateur, des services de calcul autour. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait de l'entraînement? Comment est-ce qu'on fait le calcul? Comment est-ce qu'on monitore tout ça? Voilà, finalement, comment ça marche dans la vraie vie? D'accord, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis de la société LuxProvide. Et LuxProvide, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est né initialement d'une initiative européenne qui s'appelle l'EuroHPC. Cette initiative tend à donner des armes à l'Europe pour pouvoir pousser la recherche européenne à l'aide de supercalculateurs, typiquement pour avoir une recherche de pointe face aux trois grands acteurs qu'on peut dire, le Japon, les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas seulement en fait cette initiative EuroHPC au sein de LuxProvide, on a aussi en fait le ministère de l'économie luxembourgeois qui a fait un constat. C'est pas quelque chose qui est nouveau, on va dire. Ces 10 dernières années, il y a de la génération de données, donc je rejoins ce que tu disais justement Christophe. La donnée est générée. La donnée, c'est le nouvel or, on va dire, numérique actuel. Ce qui va vous aider à prendre la décision, une décision plus précise, plus pérenne. Et donc, effectivement, une décision plus précise, plus pérenne, et prendre des décisions de manière plus efficace. Donc, au niveau de cette initiative, le ministère de l'économie a trouvé qu'effectivement, les volumes de données étaient de plus en plus importants à ingérer. Donc, où trouver la puissance de calcul de manière, on va dire, locale, européenne, pour pouvoir traiter ces volumes de données au niveau des entreprises et de la recherche. Donc, on a eu cette initiative qui est LuxProvide, une société qui a été créée donc en 2019, où nous opérons et nous exploitons le supercalculateur luxembourgeois. Concrètement, comment on répond aux entreprises? Donc, on va avoir ce qu'on va appeler du supercalcul as a commodity, où vous allez pouvoir avoir des instances de calcul selon vos besoins. Vous allez pouvoir stocker vos informations de manière durable et sécurisée au Luxembourg. Et dernièrement, bien sûr, avec tout cet engouement même de ChatGPT, donc on va dire l'intelligence artificielle générative, vous allez pouvoir entraîner, réentraîner vos modèles. Donc tout ceci s'inscrit donc dans un panel de services que nous proposons, qui va démarrer donc avec de l'early advisory, effectivement, parce qu'il y a une prise de conscience à avoir avant de passer directement sur je déploie mon algorithme au niveau de ma société, je déploie en production. Donc il va y avoir toute une étape de mise en place des informations, traitement des informations, prise de connaissance de qu'est-ce que je peux tirer de mes informations. Est-ce que mes informations sont utiles ou dois-je modifier mes process en amont pour pouvoir générer de l'information utile pour les algorithmes d'intelligence artificielle? Une fois que cette première étape est passée, vous allez faire un prototypage et donc entraîner des algorithmes de manière récurrente pour obtenir une finesse au niveau de l'algorithme qui va permettre de répondre à votre besoin. Donc cette étape peut être effectivement effectuée chez nous, d'entraînement. Puis après, l'avantage que nous avons, c'est que nous proposons donc un service de production.
sur lequel vous allez pouvoir déployer et donc produire directement des résultats sur notre infrastructure européenne. Et évidemment, il y aura tout un service de panel de consultance qui va nous permettre aussi donc d'aider, de faire forcément du consulting donc au niveau de votre société, mais bien évidemment aussi de conseiller sur les algorithmes à utiliser pour répondre correctement donc à vos problèmes. Ok, bah c'est prometteur, effectivement. Là, on parle vraiment enfin, on ne l'a pas dit, hein, mais Meluxina, c'est 10 pétaflops, je crois, à peu près. Alors, hein, Meluxina, en quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on est sur 18 pétaflops. Qu'est-ce que ça représente, 18 pétaflops? Je sais que c'est un peu compliqué à se le mettre en tête. Prenons un exemple simple. Si toute la population mondiale souhaite faire un calcul, c'est-à-dire qu'une action qui est d'appuyer sur un bouton de votre clavier, il faudrait la multiplier par un peu plus de 2 millions pour avoir la puissance du supercalculateur pour une seconde. Donc ça vous donne un peu une idée de la puissance de la machine en fait. Et un point très important, effectivement, je voudrais quand même notifier, c'est que donc, le ministère de l'économie et LuxProvide ont mis en avant le côté vert des calculs. Parce qu'effectivement, avec toute cette arrivée massive, on va dire, de données et de l'intelligence artificielle type ChatGPT, la consommation énergétique est affolante. Très honnêtement, la consommation énergétique est affolante. Et ce type de machine consomme beaucoup d'énergie. Donc, ce qui a été mis en place donc, au niveau de LuxProvide, c'est donc une énergie renouvelable qui est utilisé donc avec une société qui est accolée au supercalculateur, qui s'appelle Kiowatt et qui typiquement brûle du bois de rebut, qui va nous permettre de générer donc de l'électricité qui va être utilisée et consommée par le supercalculateur, mais aussi va nous permettre d'utiliser l'eau pour refroidir les circuits imprimés directement dans le calculateur. Donc le supercalculateur s'inscrit complètement dans un écosystème vert sur lequel nous avons été donc au niveau mondial notés. Donc il y a différents rankings en fait, au niveau mondial. Et le second sur lequel nous avons été s'appelle Green 500. Donc ça va permettre d'avoir un ranking au niveau mondial des ordinateurs les plus efficients. Qu'est-ce qu'on appelle par efficient? C'est-à-dire le nombre d'opérations que l'on peut faire par watt. Donc dans ce cadre, on a été donc noté premier au niveau européen, ordinateur le plus vert, supercalculateur si je veux être exact, et donc 4e au niveau mondial. Donc, ce qui nous permet de faire des calculs à large échelle, tout en ayant quand même une consommation contenue et verte au niveau mondial. Je me permets juste de rebondir à chose, parce que j'ai eu la chance de visiter en présence d'Alban le centre de calcul, c'est assez impressionnant. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas extrêmement bruyant, parce qu'il y a une partie de la ventilation qui est effectuée par des circuits d'eau, donc ils sont totalement silencieux. Et voilà, c'est quand même une machine assez impressionnante. Et bon, l'aspect empreinte carbone, enfin, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, mais c'est... Oui, quand on... Passer du temps, dépenser beaucoup de temps de calcul à calculer l'empreinte carbone d'un portefeuille ESG, c'est une bonne chose, mais si on doit le faire au prix de calculs qui eux-mêmes dégagent encore plus d'empreinte carbone, c'est un petit peu dommage. Bon, on peut rappeler quand même que le cerveau humain a une performance en termes de mégaflop, peut-être pas pétaflop par watt, c'est assez impressionnant, puisqu'avec juste une alimentation de quelques morceaux de sucre qui équivalent en calories, en nombre de calories, à quelques centaines de watts, on est capable de jouer aux échecs, de faire des raisonnements sur lesquels un ordinateur nous bat sans problème à plat de couture, mais au prix d'une consommation énergétique qui est quand même sans commune mesure avec la nôtre. Donc, ce qui prouve qu'il y a encore du boulot en termes de recherche. oui. C'est possible. On le démontre tous les jours. Je reviens à toi avec quand même une question, je pense qu'on peut se poser, c'est que, on l'a dit tout à l'heure de manière très subtile, Varenne n'est pas un énorme acteur et a fait quand même un choix super ambitieux de vouloir être maître de la data. Et donc, quelque part, il y a quand même une question qui se pose, c'est énormément de contraintes,
On a l'impression que c'est un coût fixe énorme, finalement, aussi. Enfin, comment est-ce que tu gères ces contraintes? Alors, en termes de, juste pour cibler un peu Varenne, en termes de taille, on fait partie des plus grosses sociétés indépendantes à Paris. On n'est pas un des plus petits. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'à notre échelle, c'est quand même effectivement des coûts importants, des coûts fixes importants. Les jeux de données coûtent extrêmement cher. Surtout qu'il y a eu beaucoup de concentration ces dernières années dans les data providers, ce qui diminue votre capacité à pouvoir négocier avec eux des prix qui soient attractifs. Récemment, il y a quand même eu la fusion entre S&P et Market, ce qui n'est pas petit. Donc c'est un premier point. Ensuite, pour arriver à avoir un retour sur investissement finalement dans ce type de projet, il est important dès le début de le penser de façon pérenne pour éviter de faire des erreurs qui après vous coûter extrêmement cher, de devoir redétricoter les choses. Donc le cahier des charges qu'on a initialement, c'était d'arriver à avoir une base de données qui soit suffisamment flexible et scalable pour pouvoir y faire rentrer tout type de données. Donc tout à l'heure je parlais de données très simples, données financières, données de marché, données ESG, données qualitatives, peut-être données météo, etc. Donc il faut vraiment avoir une vision d'ensemble qui soit rapidement assez large pour faire les bons choix technologiques là-dessus. Ensuite, il faut mettre les process nécessaires pour répondre à un besoin. C'est qu'on travaille assez rarement finalement sur de la donnée brute. On travaille beaucoup sur de la donnée qu'on recalcule ou qu'on redérive. Donc déjà, on arrive sur une distinction qui est à faire. On arrive sur la distinction entre les données brutes et les données recalculées plus propriétaires, celles sur lesquelles on ne veut pas forcément les stocker n'importe où. Tout à l'heure, on parlait de cloud, on parlait de on-premise. Les données brutes, qu'elles soient dans le cloud, bon, à la limite, c'est pas très grave. Les données qu'on recalcule, si elles doivent être dans le cloud, il vaut mieux qu'elles soient anonymisées, ou mieux en tout cas avoir un contrôle assez clair dessus. Donc il y a cette deuxième partie. Troisième partie, on rentre plus dans la partie calculatoire, puissance de calcul. Alors là, on arrive sur les problématiques évidemment aussi, comme on le disait, avoir de la puissance de calcul on-premise, ça coûte extrêmement cher. Vous n'avez peut-être pas suffisamment de traitement à faire pour amortir les coûts d'un tel investissement. On revient à cette logique de ROI et ça peut être parfois intéressant de mixer les deux, donc avoir du on-premise et quand on a des traitements, par exemple parce qu'on arrive en fin de trimestre ou en fin de mois, on a beaucoup de données à ingérer, il faut refaire tourner les modèles, avoir une dimension aussi, on peut basculer certains traitements sur du cloud, ce qui implique aussi d'autres problématiques. Aujourd'hui, dans le passé, le cloud ne nous facturait pas forcément les flux. Aujourd'hui, en fonction d'où vous hébergez vos données, vos facturations vont être différentes. C'est-à-dire que lorsque vos données sont sur le cloud directement, faire tourner un traitement cloud, ça va coûter beaucoup moins cher que si à chaque fois il faut les renvoyer. Donc il y a ces problématiques-là aussi qu'on doit prendre en compte, nous, dans notre structure de coûts. Et enfin, la finance, c'est une matière qui bouge beaucoup, c'est de plus en plus violent, les rotations sectorielles sont extrêmement rapides, et donc ça nécessite toujours de garder en tête qu'il faut réentraîner ces algorithmes, réentraîner ces traitements, revérifier les paramètres des modèles. Donc il y a une forme de boucle continue sur une masse de données qui est toujours croissante, qui se complexifie, et ça nécessite de plus en plus de puissance computationnelle. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, et il faut avoir dès le début des traitements qui vont être flexibles, scalables, et qui vont nous permettre à long terme peut-être d'économiser des coûts. Finalement, il y a aussi un autre coût, il y a des coûts cachés, des coûts indirects, ça va être des coûts d'arrêter la machine. Donc il faut voir un peu les fonds d'investissement comme des Formule 1. Clairement, le moment où on s'arrête au stand, il doit être en quelques secondes. Il faut vite pouvoir repartir. Donc c'est important d'avoir une architecture aussi qui permet un certain degré de parallélisme parfois et éviter d'interrompre la production pour de la recherche et développement, pour du backtest. Donc ça nous amène aussi à d'autres solutions qui vont être des solutions d'orchestration, qui vont être des solutions qui vont nous permettre de planifier nos workflows, être sûr que les données sont bien arrivées, lancer le workflow, être sûr que le résultat du workflow soit bien livré avant l'ouverture du marché, que ça n'interrompe pas les besoins des utilisateurs courants, s'il y en a un qui veut lancer un backtest dans la journée. Voilà, donc pour ça, il faut bien répartir les workflows, les charges de travail, que ce soit sur du premise ou sur du cloud. Donc il y a tous ces éléments finalement de long terme, de planification de long terme, mais aussi au quotidien, qui permettent d'optimiser les coûts et de faire attention à ce que la facture pour un fonds de taille moyenne soit pas trop coûteuse et que finalement l'objectif in fine, ça revient d'ajouter de la valeur dans notre gestion. Donc à nos clients, voilà, il ne faut pas que ça coule la société, évidemment, d'avoir ce genre de projet. Donc il faut le faire intelligemment, il faut bien prévoir les choses pour être rationnel en termes de coûts.
Alors, je rebondis là-dessus avec une question un peu plus large, mais je pense que c'est peut-être quand même plutôt pour Christophe. Est-ce qu'en fait, il a été envisagé que les acteurs de taille moyenne, pour une certaine partie de leur data, finalement, envisagent l'apprentissage fédéré et finalement des algorithmes différents qui assurent une forme évidemment de confidentialité entre les données, mais qui permettent d'avoir des résultats évidemment qui sont très supérieurs à ceux qui sont limités à nos propres données. Alors déjà peut-être un rappel sur cette technologie, puisque tu la connais bien, Christophe. Oui, alors effectivement, l'apprentissage fédéré, c'est une modalité d'apprentissage en fait, avec laquelle on vit tous sans vraiment s'en rendre compte. Quand vous tapez un SMS sur votre téléphone et que le téléphone vous propose le prochain mot, en fait, c'est le résultat d'un algorithme assez complexe à base de réseaux de neurones qui s'est entraîné, qui est un modèle général de langage. Il ne s'est pas entraîné que sur vos propres SMS, parce que bon, ça serait un corpus peut-être un peu restreint quand même, mais il s'est entraîné sur l'ensemble des textes auxquels il a accès dans une langue donnée. Alors évidemment, pour des raisons de confidentialité, ça n'implique pas que tous vos SMS partent vers un énorme data center qui les ingère et qui fasse des apprentissages dessus. L'apprentissage fédéré, ça a été mis au point, ça a été théorisé par Google il y a un peu moins d'une dizaine d'années. C'est comment faire de l'apprentissage quand les données sont par nature délocalisées dans des silos différents, ne peuvent pas en bouger pour des raisons de confidentialité ou de volume, et que malgré tout, il y a un intérêt collectif à apprendre de ces données. Alors, on voit bien par exemple que la question se pose dans des données hospitalières, on a eu à travailler là-dessus il n'y a pas très longtemps. Quand vous faites de l'épidémiologie, que vous cherchez des corrélations entre des facteurs de risque sur des patients et l'occurrence de maladies, évidemment, les données que vous analysez les phénomènes ne sont pas propres à un hôpital en particulier, ils sont collectifs. Donc il y a intérêt à prendre sur la plus grande quantité de données possible. Néanmoins, les données que vous avez dans un hôpital ne peuvent pas être forcément, n'ont pas le droit d'en sortir. Même après anonymisation, ça reste assez compliqué, parce que parfois c'est des données qui sont très massives. Donc comment faire pour apprendre d'une masse de données qui sont séparées? Donc ça, c'est assez nouveau. Il y a des techniques pour ça s'appelle l'apprentissage fédéré. Il y a des modes de brouillage en quelque sorte des données, qui s'appelle un mécanisme qui s'appelle la confidentialité différentielle, pour ceux que ça intéresse, qui consiste à brouiller les réponses qu'on peut faire à des requêtes de façon à ce qu'il soit quasiment impossible de réanonymiser, enfin de retrouver telle ou telle ligne dans une base de données. Voilà, ça c'est vraiment le truc qu'il faut absolument... il faut garantir avec très, très bon niveau de garantie que ce soit absolument impossible, moyennant quoi on peut effectivement apprendre collectivement. Alors, en finance, ça existe. C'est tout à fait pertinent dans le domaine, par exemple, de la détection de la fraude bancaire, qui concerne plus la banque de détail, on va dire. Parce que là aussi, manifestement, le type de fraude qui peut arriver au Crédit Agricole ou chez BNP Paribas ne sont probablement pas très différents. On parle des mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et là, sans doute que les banques ont intérêt à mettre en commun leurs données pour faire des apprentissages qui soient encore plus précis, plus pertinents. Bon, évidemment, dans le domaine de la cybersécurité, c'est la même chose. On a d'ailleurs publié un article là-dessus sur l'apprentissage fédéré appliqué à la détection des attaques de réseau. En investissement, c'est peut-être un peu moins présent parce que les acteurs de l'investissement n'ont pas forcément envie de partager leur savoir-faire et de faire une sorte d'apprentissage fédéré qui fédérerait l'ensemble des savoir-faire de tous les investisseurs. Bon, ça, c'est pas tellement à l'ordre du jour. Et pour rebondir sur ce que disait Bertrand, il est très clair qu'effectivement, quand on met ces données sur un cloud, ce ne sont pas seulement les données qu'on expose. Bon, il y a les données, donc les données de marché qui sont relativement neutres. Ensuite, il y a les données transformées qui là commencent à embarquer une partie du savoir-faire des sociétés. Mais il y a également les modèles, puisque vous savez que les modèles dans le domaine des réseaux de neurones, ça a ceci de particulier. Un réseau de neurones, c'est très long à entraîner.
Ça demande des temps de calcul qui peuvent se chiffrer en dizaines d'heures, voire en journées, même sur une structure comme Meluxina. En revanche, quand vous le mettez en production, quand vous le déployez en inférence, comme on dit, ce sont des structures qui sont extrêmement légères. Bon, un réseau de neurones, c'est jamais qu'un ensemble de poids entre des réseaux. Bon, c'est pas très très gros et ça se calcule très très rapidement. Donc là-dessus, le niveau, bon, la nécessité d'apprentissage fédéré, je pense qu'elle est peut-être un petit peu moindre dans le domaine de l'investissement. On va plus la rencontrer dans le domaine de la détection de fraude ou idem également dans le profilage de clients en assurance, par exemple, pour déterminer des facteurs de risque particuliers en assurance dommage, par exemple. Mais effectivement, c'est un exemple pour ceux qui ont besoin de faire de l'apprentissage fédéré, ça c'est clairement une modalité qu'on ne peut pas du tout envisager sur un calculateur on-premise. Il faut absolument des ressources délocalisées et avec une consommation de puissance qui va être très très intermittente. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin de 48 GPU, donc ces cartes graphiques qui sont spécialisées dans les calculs neuronaux, mais pendant quelques jours. Et ensuite, vous n'en aurez plus besoin pendant de très longs mois. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une énorme machine avec 48 GPU? C'est pas certain. Je rebondis sur ce que tu dis pour parler d'un sujet un petit peu plus à la mode, entre guillemets, c'est les Large Language Models. Les LLM, je vais faire part d'une petite expérience personnelle, puisqu'on a... Alors, en fait, peut-être... presque un tour de salle qu'il aurait fallu faire. C'est en fait, on est tous confrontés, je pense, dans nos organisations, par des collaborateurs qui ont très très envie d'utiliser ces large language models. Aujourd'hui, l'impression qu'on en a, c'est quand même qu'il y a certains métiers qui sont déjà très très à la manœuvre, qui sont les métiers notamment du marketing, de la communication, où là la génération d'images, de vidéos, etc. est évidemment importante. Et donc ce sont des secteurs quand même assez marqués par la créativité, la création, mais pas tellement par le transfert de données vers le large language model. Et aujourd'hui, effectivement, les usages sont quand même un peu bridés dans le monde professionnel, précisément parce qu'on a tous cette contrainte et cette limite qui est on ne veut pas partager de données dans un univers qu'on ne maîtrise pas. Néanmoins, tout ça avance. Vous avez des LLM maintenant en open source de plus en plus également. Donc la tentation peut être grande pour certains de se dire mais comment on peut quand même utiliser tout ça. L'expérience personnelle que j'ai, c'est qu'on a importé un large language model dans notre infrastructure. Donc on a fait aussi des choix. Et en fait, le travail en inférence, c'est un peu plus consommateur qu'on le croit. Et donc on a découvert qu'en fait, pour le travail en inférence, quand on a des dizaines de milliards de paramètres, faut quand même les jouer, quoi. Et donc, si on veut une réponse en un temps très restreint, et c'est quand même l'objectif de ces modèles, de rendre la chose beaucoup plus aisée, il faut quand même des GPU, même en inférence. Voilà, donc je voulais en faire part. Alors, en revanche, il y a une différence entre les GPU qui servent à faire de l'entraînement et là qui ont un besoin effectivement ponctuel, très fort au moment où, et puis les GPU dont on a besoin quelque part en prod. Là c'est de la prod, on fait juste jouer les inférences. Je ne sais pas si chez LuxProvide, tu as déjà des expériences de clients qui sont dans ce type de démarche ou pas du tout, hein, c'est peut-être encore un peu tôt. Alors effectivement, on a un client qui est justement vraiment qui s'inscrit dans cette démarche, qui propose majoritairement des modèles LLM donc pour le marketing. Et donc ce client nous utilise on va dire deux volets. Le premier volet qui est vraiment donc l'apprentissage, où là il va utiliser des quantités phénoménales de données récupérées donc majoritairement sur Internet et utilisées pendant l'espace de, on va dire, une semaine, 24 heures sur 24, l'équivalent de 150 GPU. Oui. Voilà. En revanche, une fois que le modèle est entraîné, on va passer dans la deuxième phase, donc qui va être le déploiement et la production, où là on va faire uniquement de l'inférence. C'est-à-dire que le modèle connaît, en gros, comment réagir en fonction de ce qu'on va lui donner à ingérer. Et dans ce cas-là, la réponse est beaucoup plus rapide. Donc, parce que les poids sont déjà entraînés. Et donc, dans ce cadre-là, on va être plutôt sur 4 nœuds GPU pour donner une réponse dans des temps acceptables, parce qu'on va dire de l'ordre de 10 à 20 secondes pour donner une réponse.
Et de plus en plus, effectivement, on voit cette demande qui est de pouvoir faire un entraînement où là, la quantité de données et de calcul va être vraiment massive, et de l'inférence, c'est-à-dire le passage en production, où là, la quantité est plus restreinte, et généralement, la production est faite directement on-prem, où il y a la capacité de déployer sans avoir une infrastructure hors norme. Voilà, donc c'est un exemple où il faut quand même 4 GPU en prod, quand on veut avoir un LLM dans lequel on n'a plus de problème de confidentialité, puisque là, évidemment, on est en pleine souveraineté. Alors peut-être qu'il faut terminer quand même par quand même cette initiative européenne, hein, encore une fois, effectivement, initiative augmentée par le Luxembourg, mais effectivement, il y a quand même pas mal de cases cochées entre la souveraineté, l'environnement. Exact. Donc dans les sujets d'IA responsable, entre guillemets. Donc je pense effectivement c'est un des points qui nous tient à cœur, donc typiquement LuxProvide, c'est la souveraineté des données. Donc on va garantir, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de changements au niveau de la régulation européenne, au niveau de l'intelligence artificielle, même au niveau des cloud providers, donc des hyperscalers majoritairement américains ou chinois. Donc là, l'initiative qu'on a prise, c'est effectivement d'avoir ces data centers et ces centres de calcul souverains où on va garantir à 100% que vos informations, vos données seront présentes sur le territoire luxembourgeois et ne sortiront jamais du data center. Au-dessus de cette souveraineté, on va positionner un grand volet sécurité, donc c'est-à-dire qu'on va être certifié ISO 27001, on va respecter des standards, passer des certifications, et on va aussi mettre ce volet sécurité qui va être l'encryption. Donc la totalité des informations va être encryptée, non pas au niveau, on va dire, logiciel, la couche supérieure, mais directement au niveau du hardware, donc au niveau des processeurs et au niveau des disques durs, les informations sont directement encryptées. Et un dernier volet par là-dessus qu'on va ajouter au niveau de la sécurité, donc ça va être que la totalité des utilisateurs, des entreprises et des partenaires, des collaborateurs, la totalité des informations sont anonymisées. Donc tout utilisateur qui se présente sur la machine est en incapacité d'avoir les informations relatives à n'importe quel client ou à n'importe quel collaborateur présent sur la machine. Comment on effectue ce système ? Principalement quand vous allez réserver des ressources sur nos infrastructures. Virtuellement, nous allons les isoler du reste de l'infrastructure. Donc là, vous allez avoir une infrastructure dédiée uniquement à votre projet et à votre structure. Donc ça, c'est un point important, parce qu'effectivement, quand on pense, je vais reprendre l'exemple de ChatGPT, où un modèle LLM, vous pouvez en trouver effectivement des open source. Est-ce que cela va vous apporter quelque chose de bénéfique et d'efficace sans faire un fine-tuning? Vous devez apporter des informations qui vous sont pertinentes au niveau de votre business pour le réentraîner et pour qu'il réponde exactement à votre demande et à vos attentes. Vos informations peuvent être sensibles, critiques, pour traiter plus ou moins différents problèmes. Le fait d'envoyer vos informations dans des plateformes qui sont non souveraines fait que potentiellement, vous êtes en train de donner des informations à des compétiteurs. Ce qui peut potentiellement arriver. Donc effectivement, il y a toute cette préparation et ce fine-tuning qui s'est fait sur les algorithmes qui doit être réfléchi en amont sur l'utilisation des infrastructures souveraines. Voilà. Et pour ajouter un mot à ce que tu viens de dire, bon, il y a toute cette infrastructure derrière, la machinerie qu'on ne soupçonne pas trop, mais dans laquelle nous, chez Advestis, on est particulièrement impliqué, qui est le réglage des algorithmes, effectivement, parce que pour un algorithme mis en production, il y a beaucoup de réglages, d'essais. Ces essais, parfois, il faut les conserver, il faut les archiver pour être en mesure d'auditer pourquoi on a fait le choix de tel ou tel modèle. Bon, ça prend, évidemment, ça demande beaucoup de stockage, ça demande beaucoup de puissance de calcul aussi. Et donc, pour une société de gestion, disons, aujourd'hui, on peut difficilement imaginer, autant on pouvait proposer, il y a quelques années, un service basé sur du déploiement on-premise. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment on peut se passer d'une structure délocalisée, qui en plus va faire pour vous toutes les mises à jour de librairies, parce qu'on parle d'un écosystème
Là, pour rentrer un petit peu dans la technique, si on parle du langage Python, bon, on parle de dizaines de librairies qui évoluent en permanence parce que c'est de l'open source. C'est une communauté extrêmement active. Donc toutes ces librairies ne sont pas forcément compatibles les unes avec les autres. Il faut maintenir cette compatibilité. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, ça demande des ingénieurs spécialisés. Pour reprendre la comparaison de Bertrand tout à l'heure, aujourd'hui c'est difficile d'être à la fois pilote de Formule 1, d'avoir un œil sur le contour et sur les compteurs de pression, et en même temps de concevoir le design de son carburateur. Enfin, à un moment donné, il faut séparer les métiers. Donc le métier d'infra, c'est vraiment devenu aujourd'hui un métier complexe, exigeant, et très intéressant d'ailleurs. Enfin, vous êtes en train de recruter, je crois, des tas de jeunes ingénieurs. Exact. Voilà. Et bon, mais le métier de gérant aujourd'hui exige quand même qu'on se sépare à un moment donné, qu'on délègue une partie de ses responsabilités pour se concentrer sur le métier qui est de comprendre, c'est d'injecter au mieux de la donnée pertinente dans des process de gestion. Voilà, je parle sous tout contrôle, Bertrand, mais... Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, peut-être une façon de refléter ça, c'est que même chez nous, c'est des pôles qu'on sépare. Voilà, il y a un pôle data, il y a un pôle infrastructure. On cherche à spécialiser un peu même nos équipes au cœur de notre service technologie, justement pour adresser les différents besoins. C'est des équipes qui se parlent, qui discutent ensemble, mais il est important d'avoir les différentes expertises, les généralistes finalement qui traitent tous les sujets. On est passé par des profils comme ça quand on était plus petit comme société de gestion, et on a vu que ça avait des limites. Et que si on voulait arriver à construire des choses pérennes dans le temps et qui soient scalables, il fallait qu'on spécialise un peu mieux nos équipes, mais aussi parfois qu'on aille chercher des compétences externes. Donc c'est ce qu'on fait au travers de partenariats, justement pour nous apporter sur une problématique spécifique, une compétence qu'on n'a pas en interne, et qui va nous permettre de construire un projet de façon convenable. Ouais, tout à fait. Écoutez, merci à tous. Si je résume un petit peu nos propos, finalement, utiliser de la donnée massive pour leverager toute cette nouvelle technologie, toutes ces nouvelles technologies dans le monde de la finance, ça pose pas mal de questions. La première, c'est finalement monter quelque chose, une infrastructure on-premise, c'est très très exigeant. C'est un coût fixe important. Il faut des talents par ailleurs, on va dire full stack, sur l'intégralité de la chaîne. Et donc finalement, c'est quelque chose qui n'est envisageable que lorsqu'on a un usage assez intensif des choses, ce qui, dans le cadre des entraînements d'IA, se prête assez mal à ça. Enfin, à moins d'avoir énormément d'IA en ligne, en parallèle, et quelque part se dire j'ai toujours un entraînement à faire, donc c'est pas un problème. À partir d'une certaine taille, ça devient problématique. Mais évidemment, à partir sur le cloud, ça génère d'autres problématiques. Je parlais du règlement européen, mais il y a le GDPR, il y a toutes ces contraintes qui font qu'on ne peut pas librement comme ça et sans précaution envoyer des données un peu à des endroits qui ne sont pas forcément aussi protégés qu'on l'imagine. Il y a une partie de la réponse que tu as livrée qui est de dire il y a des données qu'on peut garder en une prémisse, et puis il y a sans doute des parties, des séquences qu'on peut quand même externaliser parce qu'elles sont beaucoup moins sensibles. Et donc ce mix des deux est une première solution, en faisant attention quand même à la facture. Ce que j'ai bien compris, quand même, ce que tu disais, c'est que les clouds ont tendance à avoir un système de facturation qui peut même évoluer dans le temps, et quelque part une infrastructure qui est complètement ciselée pour faire face à la facturation du moment. Peut-être que 2 ans plus tard, il faut la switcher complètement entre le flux et le stock, en gros. Le flux n'était pas cher, maintenant il devient cher, donc il faut aller stocker. Bref, voilà, donc vous avez compris. Donc ça, ce sont des éléments. Et puis après, on a des initiatives européennes et des éléments quand même très importants comme l'X-Provide, extrêmement prometteurs et qui permettent évidemment de résoudre énormément de choses. Après, c'est l'infrastructure, il faut quand même le business derrière, il faut quand même des bonnes idées, il faut quand même faire les choses intelligemment. Mais voilà, donc un petit peu le panel de ce qu'on a.